Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer la lecture de Matelot de Pierre Loti. Pierre Loti, dont une grande partie de l'œuvre est d'inspiration autobiographique. Il s'est nourri de ses voyages pour écrire ses romans, par exemple à Tahiti pour le mariage de Loti en 1882, au Sénégal pour le roman d'un spahi en 1881 ou au Japon pour Madame Chrysanthème. Il a gardé toute sa vie une attirance très forte pour la Turquie où le fascinait la place de la sensualité. Pierre Loti a également exploité l'exotisme régional dans certaines de ses œuvres les plus connues, comme celui de la Bretagne dans le roman Mon frère Yves. Donc Matelot est certainement un de ses romans les moins connus. C'est sûrement le moins connu d'ailleurs, bien que l'auteur y ait transposé sa vie, ses peurs et ses fantasmes. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture de ce roman qui fait partie d'une trilogie de romans sur la mer. Non. Il ne se voyait pas bien passant cet examen-là. Il sentait d'ailleurs que, sur cette résolue, la vie active des muscles en lui absorbait tout, que son intelligence se fermait de jour en jour davantage aux abstractions mathématiques. Ces pauvres cahiers de collège, dont il s'était fait suivre et auxquels il tenait comme à des reliques, s'usaient de plus en plus aux angles, malgré ses soins dans son sac de matelot. Ils étaient jaunis maintenant, l'encre pâlie. Et l'entrecroisement des signes et des chiffres qu'ils contenaient lui devenait de moins en moins intelligible. Grimoire fermé, traité de choses occultes. Et il faudrait rapprendre tout cela. Et l'astronomie en plus. Vraiment, quand il avait le temps d'y réfléchir, dans ces calmes des soirs, il entrevoyait des possibilités effrayantes. Il lui semblait qu'il ne comprendrait plus, qu'il ne pourrait plus. Il se consolait ensuite en se disant qu'il avait des années devant lui, que le moment n'était pas venu de se remettre à ce travail et de s'en tourmenter. Alors il écoutait les naïfs qui causaient alentour, s'amusaient de leurs enfantillages. Et le sourire lui revenait. Le sourire et l'oubli. Par degrés, sans bien s'en rendre compte, il s'enfonçait de plus en plus d'une façon dangereuse et peut-être définitive dans cette vie de matelot qu'il n'avait d'abord acceptée que comme un passage. Les jours de repos cependant, quand les autres se mettaient à leur jeu d'enfant ou allaient à la bibliothèque du bord chercher des ouvrages à leur portée, il arrivait bien à Jean de lire aussi des livres qu'un officier lui prêtait. Mais son choix pour un gabier était étrange. Il avait retrouvé là Achédie Cyril, avec la phrase lapidaire qui, pendant des années, avait chanté dans sa tête. Il avait rencontré Hérodiade et Salammbô, qui jetait des enchantements inconnus, des tristesses nouvelles dans la vague immensité de son rêve. Chapitre 14. Entre les tropiques, un merveilleux soir où l'Alizé australe soufflait avec sa plus exquise douceur, fatigué d'une bonne fatigue musculaire, bercé très doucement par le roulis comme un enfant qu'on endort, Jean était à demi couché sur le pont à la lueur naissante des étoiles au milieu de l'entassement des flâneurs en vareuse blanche qui venaient, les uns après les autres, s'asseoir ou s'étendre, par petits groupes bien serrés, pour passer la belle veillée ensemble. Et dans ce calme d'avant le sommeil, ses pensées à lui s'assombrissaient encore un peu, comme d'habitude, dans des préoccupations d'examen à devenir. À sa droite, il avait ses deux camarades préférés, le Marek, quartier maître de manœuvre,
et Joal, fusiliers brevetés, l'un et l'autre des côtes du Nord et entourés en ce moment d'un groupe de pays tout jeunes qui les écoutaient causer avec respect. À sa gauche, un cénacle de Basques, gens à part, qui de temps en temps parlaient entre eux, une incompréhensible langue millénaire. Plus loin, un chœur chantait une chanson alerte, en couplet, où le nom du vieux Neptune, roi des eaux, revenait sans cesse au refrain léger. Les Bretons contaient une chose de brume et de nuit, dont le début confus avait d'abord échappé à Jean. Il s'agissait d'un mystérieux brick désemparé et sans équipage, rencontré dans la Manche sur la fin d'un crépuscule d'hiver. Sorte de grande épave, où l'on hésitait à monter, par peur d'y trouver des hommes morts. Les Basques, dans le groupe tout voisin, se faisaient part d'une aventure de guerre, à l'ardent soleil, sur les sables du Dahomey. Dans la tête un peu ensommeillée de Jean, se croisaient et se mêlaient les deux histoires, d'ailleurs également enfantines et sauvages. Et le cœur à petite distance persistait à embrouiller le tout dans la chanson gaie du vieux Neptune. On est forcément si près les uns des autres, à bord des navires, pendant l'entassement des soirs. Enfin, disait le Marek, qui avait été dans son enfance un pêcheur de biniques, nous nous décidons à l'aborder. C'est de l'inquiétante épave qu'il s'agissait. Déjà, il faisait pas trop clair. Presque la nuit, quoi. Et dame, moi je ne m'y fiais qu'à moitié, tu penses. Tout de même, je croche mes mains sur le plat-bord et je me hisse pour regarder là-dedans. Alors qu'est-ce que je vois, mes amis? Une grande figure noire avec des cornes et une barbe en pointe qui se dresse tout debout et qui me saute dessus. Le diable, pas vrai? Interrogeait Joal avec la confiance d'avoir deviné juste. Bien sûr, nous aussi, nous avions cru. Mais non, un bouc. Ah, mais un bouc si gros, figure-toi. Jamais on en avait vu un pareil. Et Irubeta, un basque de Zitsari, racontait presque en même temps d'une voix qui, auprès de ces braves et lourdes voix bretonnes, semblait toute vibrante, toute légère. C'était l'Amazone qui l'avait dénoncé. L'espion, tu me comprends? Alors l'autre, le grand nègre, l'emmène. Viens-t'en sur la plage, qui lui dit. Je m'en vas te couper le cou. Viens-t'en, viens-t'en. Je m'en vais te couper le cou. Il est venu demander l'incrédule Etcheverry, qui était de Biarritz, où les marins sont déjà plus modernisés. Bah oui, bien sûr. Parce que du moment qu'il avait espionné, n'est-ce pas, il sentait bien qu'il était dans son tort. Pas trop content tout de même, tu peux juger. Et les Bretons continuaient leur récit de brouillard d'hiver. Il était tout seul à bord, ce bouc. Et comme justement c'était un bateau chargé d'orge, en grenier dans la cale, alors il avait eu à manger tout son soul. Pour ça qu'il était si gros. Tu me comprends? Alors, disait Urubeta, le voilà qui t'empoigne, mon espion. Là, par ces tresses d'herbe avec lesquelles il s'attache les cheveux, dans ce sale pays, tu sais. Et il le fait mettre à genoux sur le sable. Il commence avec son coupe-chou à lui tailler derrière la nuque. Mais c'est qu'il n'en voulait plus. L'autre, à présent que c'était commencé, c'est qu'il criait, mes fils. Et l'Amazone remuait ses dents. Comme ça, tiens. Sans doute pour dire qu'elle était contente. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Mais il n'a pas pu en venir à bout.
avec son sabre d'ordonnance. Tant il était mal affûté. Et pour finir, il a été obligé de sortir de sa poche un petit couteau de 6 sous que je lui avais donné en cadeau, moi, dans les temps chez la mère Virginie, au bazar de Gorée. Tandis qu'il s'égayait les écouteurs à cette manière de s'y prendre pour finir de couper un coup, leurs voisins, les Bretons, demeuraient obscurément songeurs à l'idée de cette épave et de ce bouc noir. Et Jean, qui, sur la fin des 2 récits, avait tendu l'oreille à droite, à gauche, souriait de ses enfantillages barbares, la chanson joyeuse du vieux Neptune lui communiquait d'ailleurs son irrésistible légèreté, gaie. Jamais encore il n'avait été si complètement matelot que ce soir. Ses préoccupations d'avenir, chaque jour plus effacées, allaient s'évanouissant tout à fait dans le bien-être de son corps reposé. Il était tout entier au charme physique de vivre et de respirer par un si beau soir, de se sentir des muscles souples et forts sous des vêtements libres. Il acheva de s'étendre de son long sur ses planches, bien propres qui était son lit le plus habituel, appuyant sa tête sur un voisin quelconque, ainsi que le permet l'usage, pour plus mollement dormir. C'était l'heure enchanteresse entre toutes sur les mers où souffle l'Alizé suave. Un instant, il perçut encore les grands éventails pâles de la voilure, balancés sur le bleu profond du ciel de nuit. Ensuite, il distingua seulement les claires constellations australes qui, là-haut, entre toutes ces toiles devenues plus nuageuses, semblaient jouer à un lent et monotone cache-cache, disparaissant à intervalles réguliers pour aussitôt reparaître, et pour se voiler encore et toujours recommencer au gré du roulis tranquille. Enfin, il ne les vit plus, et par degrés, perdit conscience de toute chose dans l'anéantissement du sommeil, un réparateur des scènes fatigue. Chapitre 25. Le mois de mai suivant le trouva à Québec, où son navire faisait une longue halte imprévue pour des avaries. Dans un faubourg de la ville, dans une petite rue qui déjà lui était familière, on le voyait chaque soir sortir d'une maison, en compagnie d'une blonde fille de 18 ans, qui était sa propre fiancée. L'allure libre, la longue chevelure dorée et éparse en crinière. La mise presque élégante, elle allait seule avec lui, par des sentiers d'herbe toutes neuves, errer jusqu'à la nuit close. Cela s'était fait très vite, ces fiançailles, comme un jeu. Certains jours, un Français à barbe grise, bonhomme à moitié riche, descendant des anciens colons du Canada, qui visitait la Résolue, s'était arrêté pour contempler Jean à la manœuvre. Et à brûle-pourpoint, lui avait dit: « Venez chez moi, j'ai 3 filles. Vous choisirez celle que vous voudrez pour vous marier avec elle. » Et il s'était laissé emmener dans cette famille. À la vérité, il n'avait jamais déclaré son choix officiel entre les 3 sœurs, mais c'était celle-là, évidemment, Marie, sa préférée. Et comme des promis, ils sortaient ensemble sans qu'on n'y trouvât rien à redire. Sur ce bateau, en réparation, il était libre la plupart des soirées. Il pouvait donc à son gré aller chercher Marie dans cette maison où presque jamais n'intervenaient les parents et où les 2 autres jeunes filles l'accueillaient déjà comme des sœurs. Il ne trouvait pas tout cela très vraisemblable. Pas plus d'ailleurs que ce printemps qui, pour lui, n'en était pas un. Et il souriait de voir Marie par ses longs crépuscules froids
prendre des robes blanches et mettre un chapeau de paille sur son admirable crinière blonde. Ses fiançailles rapides, ses incertaines soirées de mai lui paraissaient également instables, prêtes à changer et à passer, comme toutes les choses de la vie. Étonné au début, et un peu amusé aussi, retenu ensuite par la crainte de faire de la peine à ses nouveaux amis, qui étaient des êtres excentriques, mais en somme bons et charmants. Il laissait couler les jours sans se dédire, et la jolie taille de Marie, ses fraîches joues roses, de plus en plus, lui plaisait. Laissez partir la corvette, disait le père. Restez avec nous. Votre mère, après, nous la ferons venir. Voyez-vous, je tenais à prendre pour gendre un Français actif et surtout brun. Parce que mes filles sauteront blondes et que ma femme a eu des sœurs albinos. Vous me comprenez à présent. Ensuite, il lui contait ses plans d'exploitation, lui expliquer le métier remuant et de plein air qu'il avait l'espoir de lui léguer en l'adoptant pour fils. Cependant, le jour de l'appareillage, Jean resta à bord. Déserté, renoncé pour jamais à revoir la France. La vieille maison d'Antibes et le jardin du Carigou. Autant tout de suite lui demander de mourir. Et puis cette Amérique, elle est si peu à son âme de poète et d'oriental attachée aux ruines, à l'immobilité, au passé mort. Pourtant son cœur se serrait un peu, tandis qu'on levait l'ancre gaiement. Il regrettait cette Marie, cette chevelure blonde que le vent lui avait tant de fois jetée au visage. Peut-être regrettait-il surtout ces parcelles de durée, de vie et d'amour qu'il avait laissées pendant les promenades du soir aux herbes de ses chemins. Il partit, se disant qu'il écrirait bientôt, qu'il reviendrait sûrement, qu'il l'épouserait peut-être. Mais il était ainsi fait que tout ce qui n'était pas sa mère ou ses souvenirs d'enfance provençale prenait difficilement sur lui, glissait, pour ainsi dire, ne traversait pas son enveloppe insouciante. Chapitre 26. Mère, fais-moi voir un peu le petit chapeau du jour de Pâques. C'était dit avec un léger accent d'Antibes. Excusez-moi, je ne connais pas l'accent d'Antibes, mais bon, on l'imagine. Qu'il s'amusait à reprendre parfois, en même temps que des intonations très comiques de petit enfant, pour parler à sa mère et la faire sourire. Alors elle ouvrit l'armoire aux reliques, en retira un carton de forme ancienne, et montra le petit chapeau qui était là-dedans, bien enveloppé d'une gaze. Jean était arrivé le jour même de sa campagne de la Résolue, et cela faisait partie de la joie mélancolique des retours, cette revue que l'on passait de tous les souvenirs. On regarda aussi la robe d'ange, la redingote et la canne du grand-père. Et puis on resserra avec soin ces humbles choses. Ensuite, elle lui fit voir différents embellissements nouveaux dans sa chambre, à lui surtout, pour son lit. Un couvre-pied au crochet, travail de ses veillées d'hiver entre 11h et minuit, après que ses yeux fatigués ne voyaient plus bien les fils d'or de ses broderies marines. « Que veux-tu » lui dit-elle. Ça a l'air un peu pauvre aux gens, ces couvre-pieds-là, je te l'accorde, mais c'est propre et très pratique, mon fils. Et puis, cela durera, et plus tard, tu te souviendras que ce fut l'ouvrage de ta mère. Lui trouvait tout très joli, très bien. Après la simplicité grossière du poste de l'équipage,
Cet intérieur si soigné lui paraissait presque confortable, avec la blancheur bleuâtre de ses rideaux de mousseline fraîchement repassés. Et cependant, le ciel était bien sombre sur ce jour d'arrivée. Une grande pluie d'été, incessante, froide comme une pluie d'hiver, inondait Brest, attristant tout. Elle le regardait avec admiration, son fils, dans la splendeur de ses 21 ans, élancé, la taille mince et les épaules larges, le profil si pur, le teint si chaud, dans l'encadrement net de la barbe noire. Mais elle aimait surtout ses grands yeux ouverts, qui ne changeaient pas, ces yeux qui, dans tout le velours arabe des sourcils et des cils, pouvaient retrouver pour elle, en la regardant, le bon sourire candide de leurs premières années. Il revenait d'ailleurs bien noté, bien vu de ses chefs, et portant à ses manches les galons de laine de quartier-maître qui, dans la flotte, ne se donnent pas à la légère. À bord, on avait apprécié la promptitude de son intelligence à la manœuvre, sa décision, son commandement et sa force. Et en plus de ses qualités de matelot, ses officiers avaient aussi pressenti, dans sa réserve muette, sa supériorité un peu étrange dans des choses à côté. L'avait constamment traité avec des égards particuliers. Depuis le départ de Québec, la Résolue avait relâché 2 fois. Et Jean n'avait pas écrit à Marie. De temps en temps, un regret lui venait, un remords de lui avoir fait cette peine. Et ce jour d'arrivée, il se promit que dès le lendemain, l'embarrassante lettre partirait pour le Canada. Ne pas écrire, même quand on aime tendrement. Et bien dans ce caractère matelot que Jean prenait de plus en plus. Mais il avait aussi par nature cette sorte d'inertie spéciale, l'inertie pour les lettres, qui est une des plus singulières et des plus difficiles à vaincre. Et une quantité indéfinie de lendemains passèrent. L'image de la jeune fille blonde s'éloigna graduellement. Il ne lui écrivait jamais. Voilà, c'est ainsi que se termine ma deuxième lecture du Matelot. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais vous lire une petite citation d'auteur concernant donc Pierre Loti. Un témoignage de contemporain concernant cet auteur. Un jour, il m'a amené à la gare, chercher Pierre Loti qui venait pour un bal. Nous l'avons aperçu dans son compartiment de 3e classe, causant avec ses voisins car il aimait le peuple. Le soir, il ne parla à personne et se tint debout sous un palmier du salon, gonflant sa poitrine couverte de médailles. Le lendemain matin, il disparut à l'aube et on trouva son lit parsemé de violettes. Jacques Chardonne, L'amour du prochain. À tout bientôt. Bonne soirée.